Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? La gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi? Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau, moi. plus de 6 000 appartements à Québec. Parce qu'une maison, avec un espace pour chacun, beaucoup de rangements et pourquoi pas une piscine creusée, c'est là où deux familles peuvent rêver en devenir une seule. Chez Remax, on fait partie de vos histoires, même celles de familles recomposées. Nous sommes le mardi 11 février. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée. Avec moi autour de la table déjà à cette heure-ci, Véronique Méran, Olivier Pellerin et Vincent Maisonneuve. Bonjour à vous trois. Bonjour. On va se parler, Vincent, ensemble dans les prochaines minutes de ce qui s'est passé hier. C'était en fin de journée. Ça devait être en milieu d'après-midi. Ça a été déplacé finalement autour de 17h30, 18h. Donald Trump qui a signé ce décret imposant des tarifs sur les produits d'aluminium, sur l'aluminium, sur l'acier également, exportés aux États-Unis par le Canada. Mais c'est un décret qui touche finalement des frais de douane, des tarifs douaniers pour tout ce qui entre aux États-Unis. Oui, et Justin Trudeau qui est en Europe présentement à Paris pour participer à ce sommet sur l'intelligence artificielle. On en parlait hier. Il vient tout juste, ça fait à peu près une heure, de réagir à ce décret imposé par le président américain. Il n'est pas le seul à avoir réagi, puisque vous l'avez dit, ça touche tout le monde, donc l'Allemagne, la France aussi. On promet une réponse, une riposte claire et mesurée. Il y a d'autres pays également qui réfléchissent à la manière de riposter, à la façon de faire du président américain. On va y revenir dans les prochaines minutes. Puis Alexis Gacon sera avec nous plus tard également pour nous présenter les réactions dans l'industrie, parce qu'évidemment, ça va toucher plusieurs entreprises d'ici. Entre autres, le Québec sera particulièrement touché parce que je pense que 8 ou 9 des 10 alumineries au pays sont au Québec. Alors, je vais vous donner un chiffre, Mathieu. Oui. 70% de l'aluminium en Amérique du Nord vient du Québec. Voilà. Alors, on y revient tout au long de l'émission. C'est ce qui va retenir notre attention aujourd'hui et certainement dans les heures à venir aussi. Ça va encore occuper beaucoup de place dans l'actualité. Un petit mot de hockey maintenant avec Olivier, parce que, bon, il y a une pause dans la Ligue nationale. C'est cette pause, généralement, où on avait le match des étoiles. Mais là, cette année, c'est cette confrontation des 4 nations et ça a lieu à Montréal. Ça a lieu à Montréal pour les premiers matchs. Et hier, la grosse gomme de la LNH a débarqué du côté de Brossard pour les premiers entraînements. La grosse question qu'il y avait pour l'équipe canadienne, c'est est-ce que le capitaine de l'équipe, Sidney Crosby, allait être de l'alignement pour le tournoi? Hier, il était à l'entraînement. Il a confirmé donc au micro qu'il sera du premier match donc qui est prévu donc mercredi 20h, donc demain contre la Suède. Sidney Crosby qui s'est blessé avait raté les 2 derniers matchs des Penguins de Pittsburgh, d'où le point d'interrogation aux côtés de son nom. Il a eu plusieurs rencontres, dit-il, avec les médecins. Il a eu feu vert, donc sera de cette formation canadienne pour le tournoi. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde déjà l'alignement, mais surtout hier, on avait droit au premier trio, au premier jeu de cartes jeté par John Cooper, l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne. Et lorsqu'on pense juste à l'avantage numérique et qu'on voit des noms comme Sidney Crosby, Nathan McKinnon, Cale Makar, Connor McDavid et Sam Reinhart, tous ensemble, ça fait rêver. Oui. C'est sûr que c'est un tournoi qui est un peu critiqué donc par le prix des billets, bien entendu. C'est très, très cher pour pouvoir assister à ces matchs-là, mais c'est vrai qu'on aura droit aussi à certains des meilleurs joueurs au monde. Et c'est un peu une répétition avant les Jeux de Milan qui auront lieu l'année prochaine avec le retour des joueurs de la LNH, première fois en 12 ans, en fait, première fois depuis les Jeux de Sochi en 2014. Donc, il y a peut-être là des répétitions à prendre en vue de ce tournoi olympique. Et selon Sidney Crosby, les joueurs sont excités et les partisans peuvent l'être aussi. On l'écoute. I think guys are excited from all the players, regardless of what country they're playing for. They seem to be really excited, and I can't speak for fans, but I would think they would like seeing, a collection of players like this going head to head.
Et donc, les 3 premiers matchs seront donc mercredi impliquant le Canada et la Suède. Jeudi, les États-Unis affronteront la Finlande. Et samedi, programme double. Donc, en après-midi, la Finlande contre la Suède. Et le gros duel qui sera surveillé, c'est à 20h samedi entre le Canada et les États-Unis, avec ces tensions et ces huées lors d'hymnes nationaux. Est-ce que ça va teinter ce match-là? Il faudra y être pour le savoir. OK, parlons de tennis. Leila Annie-Fernandez, disons que ça va bien pour elle à Doha. Autre bon résultat pour elle au deuxième tour au tournoi Doha, qui est un tournoi WTA 1000. Elle a vaincu la 9e raquette mondiale, l'Américaine Emma Navarro, en 2 manches identiques de 6-2. Prochain adversaire en attente, ce sera soit Paula Badosa, 9e tête de série, 10e raquette mondiale, ou l'Américaine Amanda Anisimova. Et un peu plus tard aujourd'hui, on devra surveiller Gabriel Diallo, entré en scène à Delray Beach face au Français Arthur Rinderknecht, 65e joueur mondial. Premier duel entre ces 2 joueurs. Et Rinderknecht connaît un début de saison difficile, une seule victoire en 6 matchs. Donc, un bon coup à jouer pour Diallo. Premier match pour lui depuis ce duel perdu par le Canada face à la Hongrie à la Coupe Davis qui avait lieu il y a quelques jours à peine à Montréal, avec une victoire. Diallo qui affronterait au prochain tour le Britannique Cameron Norrie. Et on surveillera, oui, pour le prochain match de Leila Annie-Fernandez. Je vous parlais de ses adversaires potentiels. Match qui devrait avoir lieu demain, dans son cas. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. Madame Méran, bonjour. Alors, on peut parler du calme avant la tempête, littéralement. Ben oui, on peut parler de ça. Parce que ce sera une tempête. Ce sera une première tempête. Une première bordée. On peut dire tempête parce que l'effet du vent combiné sera là, rendre la visibilité assez réduite. Première bordée, 15 cm en 24 heures. On n'a pas eu ça à présent à Montréal. C'est quand même assez tardif, là. Normalement, là, 15 cm, on va chercher ça. Fin décembre, autour du 20-22 décembre, on a notre première bordée. Okay. Cette année, c'est pas encore arrivé. Donc, voilà, ça s'en vient. Dans les radars pour jeudi, une grosse perturbation qui remonte du Texas. La neige commencerait dans la nuit de mercredi à jeudi et ça tomberait assez fort là, jusqu'à jeudi midi. Par la suite, ça va s'estomper, mais il va rester du vent. Donc, vraiment, jusqu'à vendredi matin, là, les conditions seront difficiles. Pour l'instant, les accumulations de l'ordre d'une quinzaine de centimètres, 15 à 30 au nord du fleuve quand même, avec du vent, avec de la poudrerie. Pour les secteurs du sud, la Montérégie, l'Estrie, la Rive-Sud, là, il y a une petite hésitation parce que si le système passe un petit peu plus au nord, les températures pourraient avoisiner le point de congélation. Donc, en fin de journée, jeudi, les précipitations pourraient être mélangées un peu de pluie verglaçante là-dedans, ce qui aurait pour effet un peu d'amoindrir le couvert de neige au sol. Mais tous les modèles ne s'entendent pas là-dessus. Pour l'instant, on y va avec de la neige, une quinzaine de centimètres, voire une vingtaine pour la plupart des régions, jusqu'à 30 au nord du Saint-Laurent. Mais on parlait de calme avant la tempête. Pas si calme que ça aujourd'hui parce que Montréal, il n'y aura pas grand-chose. C'est nuageux. On aura quelques averses de neige essentiellement cet après-midi. Sauf que il y a des avertissements, des veilles de bourrasques qui ont été émises pour les Laurentides, la Nodière, Québec. Les averses de neige peuvent être assez fortes par moment. C'est des bandes de neige qui vont se former cet après-midi. Alors, ça ne laissera pas grand-chose, moins de 5 cm dans l'ensemble. Sauf que... C'est intense quand ça passe. C'est intense. Ça réduit la visibilité. Puis il y aura du vent aujourd'hui. Alors, vaut mieux le savoir. Moins 4 à moins 6. Température de saison. Air froid la nuit prochaine, moins 18, moins 22. Demain, il fera beau. Ennuagement en après-midi, moins 9 à moins 11. Et la neige commence dans la nuit de mercredi à jeudi. Des bulletins spéciaux en vigueur à peu près partout au Québec là, en ce qui a trait à cette perturbation-là, de même qu'en Ontario. Pour l'instant, vers l'Abitibi, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, les averses de neige s'estompent graduellement. On a des possibilités de bourrasques encore là, pour la région du Saguenay, du Lac-Saint-Jean et celle du Bas-Saint-Laurent. Vers la Gaspésie, la Côte-Nord, plutôt variable, moins 10 à moins 13. Il fait beau et froid sur le nord de l'Ontario. Vers le centre, c'est plus nuageux vers Toronto, Windsor aussi, autour de moins 2. Ottawa, on aura un petit peu de neige cet après-midi, des bourrasques possibles. Le maximum est de moins 5. Et là aussi, on est sous avertissement pour la journée de jeudi. Même Toronto, une quinzaine de centimètres et plus là, dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans l'ouest, c'est plus calme, beau et doux à Vancouver. Le froid continue de dominer dans les prairies. Dans l'ensemble, c'est un ciel variable entrecoupé de quelques flocons, mais les avertissements de froid demeurent sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. J'ai fait des recherches pendant
pendant les dernières secondes. Et puis Alcoa, Alouette et Rio Tinto opèrent 9 usines au Canada. Ouais. Il y en a 8 au Québec et 1 en Colombie-Britannique. Alors, c'est dire l'impact de ces tarifs donc sur l'aluminium, ce 25 ce que ça va avoir au Québec pour l'aluminium, bien sûr pour l'acier, plusieurs compagnies, entre autres en Ontario. Ça a été confirmé hier en toute fin d'après-midi. Imposition donc de 25 des tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium. Ça va commencer le 4 mars prochain. Des tarifs qui s'appliquent à tous les pays, pas seulement au Canada et au Mexique. Vincent, d'ailleurs, et vous nous le disiez au début de l'émission, là, Justin Trudeau a réagi dans les toutes dernières minutes. Oui, Justin Trudeau qui participe à ce sommet sur l'intelligence artificielle à Paris. Il y a eu une rencontre, une soirée hier à l'Élysée. J.D. Vance était là. On ne sait pas s'il a pu discuter avec le vice-président américain de la situation, mais c'est certain que ça se parle beaucoup, ça discute beaucoup des tarifs puisque ça ne touche pas seulement le Canada, ça touche tous les pays. Je vous le disais d'entrée de jeu, et ça, c'est le collègue Gérald Filion hier qui l'expliquait au téléjournal. L'aluminium du Québec, c'est 70 de l'aluminium consommé en Amérique du Nord. C'est énorme. On va entendre Justin Trudeau donner la réplique à cette annonce, à ce décret. Je vous préviens tout de suite, le son n'est pas de la meilleure qualité, mais on comprend très bien les propos du premier ministre. Les tarifs proposés sur l'aluminium et l'acier canadien sont complètement injustifiés. Donc, le premier ministre qui poursuit en rappelant, comme l'a fait hier son ministre François-Philippe Champagne, que l'acier, l'aluminium canadien, c'est un ingrédient essentiel pour plusieurs secteurs clés de l'industrie américaine. On pense à la défense, la construction navale, l'automobile. Surtout, on continue à écouter Justin Trudeau. Évidemment, dans les semaines à venir, on va travailler avec l'administration américaine pour souligner les conséquences négatives de cette proposition, cet ordre exécutif qu'ils ont signé. Et nous travaillons aussi en coordination avec nos alliés à l'international, dont l'Union européenne. Je peux vous dire que notre réponse, évidemment, sera claire et ferme. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui est à Paris et qui va prendre la direction de Bruxelles et il va pouvoir donc discuter avec d'autres membres de l'Union européenne. Oui. Et vous savez, Mathieu, je le disais, contrairement aux tarifs imposés lors du premier mandat du président américain, cette fois, le Canada n'est pas seul. Tous les pays sont concernés. Donc, est-ce que... Déjà, le chancelier allemand disait hier qu'il fallait répliquer aux Américains. Même chose du côté du gouvernement français. Le reste du monde peut-il faire front commun? Pas toujours évident là, de rallier tout le monde vers une même cause. On verra demain à Bruxelles si l'Union européenne et le Canada est capable de s'entendre. Mais pour l'instant, vous l'avez entendu, Justin Trudeau affirme que chaque pays là, évalue les impacts des tarifs et les impacts d'une riposte. Et les premiers ministres des provinces sont en mission à Washington pour mettre un peu plus de pression sur les élus américains. Oui, et je vous dirais que le premier ministre ontarien sortant, Doug Ford, qui est en pleine campagne électorale, justement sur la question des tarifs, semble vraiment exaspéré par cette situation. On l'écoute. He changes the goalpost every single day. You know, first he tells us we have 30 days, a little reprieve, and he wakes up in the morning and all of a sudden the game changes. Donc, ce que dit Doug Ford, c'est que le président américain change les règles du jeu à chaque jour. Il nous avait donné une pause d'1 mois. Là, il se réveille le matin, il change complètement d'idée. Il est imprévisible, impossible à prédire. Doug Ford et ses homologues comptent profiter du voyage pour rappeler aux élus américains que le problème des Américains, ce n'est pas le Canada. Merci beaucoup, Vincent. J'en prie. Bonne journée. Je me tourne vers Gabriel Lemarquand-Perrault qui est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. On va commencer avec la une du Devoir de ce matin qui se consacre à Jasmin Roy, en fait à la Fondation Jasmin Roy. Il se retrouve sur la sellette ce matin. Il y a plusieurs témoignages qui parlent de celui qui lutte contre l'intimidation, être lui-même un intimidateur, là, selon ce que rapporte le Devoir. Irrespectueux, agressif et harcelant, ce sont des mots utilisés pour décrire le comportement du président de la Fondation qui porte son nom. 13 sources qui se sont confiées au Devoir d'anciens employés, d'ex-partenaires d'affaires, mais aussi des fonctionnaires et du personnel politique provinciaux et municipaux. Certains vont jusqu'à le qualifier d'intimidateur à qui on ne doit rien refuser. Alors, ces sources témoignent de façon confidentielle puisqu'elles ne sont pas autorisées à parler aux médias en raison de leur fonction. Long dossier ce matin à la une du Devoir d'Amélie Pineda et de Stéphanie Vallet. En entrevue au Devoir, Jasmin Roy affirme qu'il n'a pas été agressif. Il se défend même s'il reconnaît qu'il a pu faire des erreurs de bonne
fois et avoir été insistant. Le Collège des médecins veut interdire la désaffiliation du réseau public. Et c'est à la une ce matin, Mathieu, de notre site internet radiocanada.ca et un article à lire aussi dans les pages de la presse. Le Collège des médecins est favorable au projet de loi 83 qui obligerait, les médecins formés au Québec à travailler 5 ans dans le réseau public. Mais selon le Collège, la province pourrait faire beaucoup mieux. En fait, l'Ordre lui suggère d'imiter l'Ontario en interdisant carrément aux médecins de se désaffilier du réseau public. C'est ce qu'on peut lire dans un mémoire qui sera déposé aujourd'hui dans le cadre de l'étude du projet de loi 83 obtenu par Radio-Canada, par notre collègue Véronique Presse et par la presse également. Actuellement, seulement 5 provinces, dont le Québec, permettent encore aux médecins de se désaffilier de l'assurance publique. Et si le Québec ne choisit pas cette avenue, eh bien, le Collège lui recommande d'éliminer l'écart entre les honoraires des médecins du privé et du public. Et si on regarde les nombres, eh bien, au Québec, le Collège dénombre environ 800 médecins non participants au régime public, comparativement à une quinzaine environ dans l'ensemble des autres provinces en 2021-2022. Alors, l'écart qui est assez important de ce côté. 5 anciens premiers ministres canadiens, ils vont de la signature d'une lettre ouverte qui est publiée ce matin. Lettre ouverte publiée dans les pages numériques de la presse, mais aussi dans le Globe and Mail ce matin. Montrons au monde que nous sommes fiers de notre histoire et de notre pays, disent ces anciens premiers ministres dont les mandats s'étendent de 1979 à 2015. Donc, Joe Clark, Kim Campbell, Jean Chrétien, Paul Martin et Stephen Harper. Ils disent que face aux menaces et aux insultes du président américain, les Canadiens ont exprimé à l'unisson leur amour pour notre pays. En tant qu'anciens premiers ministres du Canada, nous saluons cet esprit national et nous demandons à nos concitoyens canadiens d'afficher le drapeau comme jamais auparavant parce que l'anniversaire du drapeau canadien approche à grands pas. Ce sera ce samedi, le 60e anniversaire du drapeau. Et en une du Journal de Montréal, des propriétaires de véhicules Tesla veulent se débarrasser de leur auto. Le malaise a grandi dans la population depuis que le patron de l'entreprise Elon Musk est un bras droit de Donald Trump. En une du Journal de Montréal, on a notamment le témoignage de Alain Roy, un courtier immobilier hypothécaire dans le domaine commercial qui possède 2 Tesla qu'il a acquises en 2022-2024 et aujourd'hui, il se prépare déjà à les vendre. Il n'est pas seul, écrit le quotidien de Québécois. Sébastien Gagnon, fondateur d'une brasserie, compte se départir de sa Tesla Model 3. Alors, plusieurs témoignages ce matin. C'est à la une du Journal de Montréal. Merci, Gabriel. Bonne journée à demain. Journée. On va revenir sur cette imposition de tarifs à compter du 4 mars, tarif de 25 % sur les exportations d'aluminium, d'acier. C'est le cas pour le Canada, pour le Mexique, mais également pour tous les pays qui, justement, exportent vers les États-Unis leurs produits. C'est Alexis Gacon qui se joint à nous ce matin. Bonjour, Alexis. Bonjour. Alors, plusieurs réactions. Parmi les premiers concernés, bien sûr, on parle des entreprises qui produisent de l'aluminium, de l'acier. On va commencer avec, disons, ceux qui produisent de l'aluminium, Alexis. Oui, parce que 96% des exportations des entreprises du Québec qui font de l'aluminium et de ses alliages s'en vont aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'entreprises productrices qui vont être frappées. C'est le cas d'Alu MC3, une entreprise de Sainte-Julie qui construit des structures de signalisation et qui exporte 30 à 40% de sa production aux États-Unis. Alors, ils essayent de se diversifier parce que les emplois sont en jeu. On va écouter Jorge Zelaya, assembleur à Alu MC3, suivi de Bruno Mongrain, vice-président de cette entreprise, et enfin Jérôme Pécresse, président-directeur général de Rio Tinto. J'ai une petite fille, j'ai aussi ma femme. C'est juste moi qui travaille, donc je dois garder mon emploi. S'il y a une note positive à retirer de ces tarifs, c'est qu'il faut développer du marché canadien. On pourra peut-être vendre un peu plus d'aluminium canadien en Europe qu'on ne le fait aujourd'hui. Une grosse préoccupation, c'est de minimiser l'impact pour nos employés et pour nos clients. Alors, on entendait donc des réactions pour des producteurs d'aluminium. On va écouter maintenant le secteur de l'acier avec François Desmarais. Il est vice-président commerce et affaires industrielles à l'Association canadienne des producteurs d'acier. Vous allez l'entendre, il réclame une réponse forte et rapide du Canada. Nous demandons au gouvernement canadien de riposter et de rapidement mettre en place des tarifs douaniers contre les produits américains entrant au Canada.
Et bon, évidemment, il en a été question hier encore lors de l'imposition de ces tarifs parce que ça avait été le cas dans son premier mandat. Il faut s'en rappeler, c'est pas la première fois que Donald Trump frappe ses industries. Exactement. Au cours de son premier mandat, Donald Trump avait imposé une surtaxe de 25% sur l'acier importé du Canada et de 10% sur l'aluminium. Ça, c'était en mai 2018 et ça avait divisé par 2 les exportations d'aluminium à destination des États-Unis. Les exportations avaient alors atteint leur niveau le plus bas en mai 2019, leur plus bas niveau en 10 ans. Mais le président directeur général de l'Association de l'aluminium du Canada, Jean Simard, reste confiant que les Américains vont continuer d'acheter des produits canadiens. Ils n'ont pas le choix, selon lui, malgré ces tarifs plus hauts que la dernière fois. Par contre, il faut s'attendre à voir davantage de concurrence. C'est ce qu'il dit en tout cas. On va l'écouter. Bien, ils n'ont pas le choix. Les Américains consomment 5 millions de tonnes de métal primaire, le métal qu'on produit ici, entre autres, et ils n'en produisent que 680 000, d'équivalent à peu près d'aluminerie Alouette à cette île. Alors, ils sont forcés d'importer du métal du Canada, du Moyen-Orient, de l'Inde, d'autres pays. Et donc, pour satisfaire leurs besoins de consommation, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ils vont payer 25 % plus cher pour le même métal. Alors, la dernière fois, les tarifs américains sur l'aluminium et l'acier avaient pris fin un peu moins d'1 an plus tard. On se rappelle qu'Ottawa avait imposé les mêmes tarifs peu de temps après. Là, on le sait, le contexte est différent. Cette fois-ci, Donald Trump aussi a été élu avec les coups des franches, alors qu'à Ottawa, le gouvernement ne tient plus que par un fil. Donc, l'inconnu, Mathieu, c'est la durée d'imposition de ces tarifs-là. Jean Simard, qu'on a entendu un peu plus tôt, disait « Le président américain, il se tire une balle dans le pied ». Puis on l'a entendu beaucoup, ce message-là, parce que les Américains vont devoir acheter pour plus cher d'aluminium canadien. Donc il y a très peu de chances qu'il s'arrête là. Lui, ce qu'il envisage, en fait, ce qu'il pense, c'est que ce tarif, c'est que le début. Il y en aura d'autres et ce n'est pas forcément l'objectif final du président américain qui souhaite sûrement d'autres choses avec tout ça, peut-être un outil dans une négociation plus large, disons. Oui, on parle beaucoup de la renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, par exemple. Effectivement, d'autres tarifs pourraient être imposés. Ce sera à suivre et on le voit, ça peut changer très rapidement. Merci beaucoup, Alexis. Merci. Bonne journée. Eh bien, ce qu'on va surveiller aujourd'hui dans l'actualité, entre autres choses, il y a ce voyage de Justin Trudeau, vous savez, qui est à Paris et qui va se rendre ensuite à Bruxelles pour rencontrer des collègues de l'Union européenne. On a entendu sa première réaction avec Vincent Maisonneuve un peu plus tôt. Et il nous le disait, Vincent, également des premiers ministres des provinces. C'est le cas de François Legault qui quitte pour aller aux États-Unis, justement, pour quelques jours. Question de rencontrer des représentants des milieux économiques, certainement des élus également. Sinon, au Québec, la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, va faire une annonce en lien avec la traçabilité des minéraux critiques et stratégiques. C'est entre autres ce que l'on va suivre. Sur la scène judiciaire à Montréal, à la Cour supérieure du Québec, ce sera l'approbation, ça doit être ce matin, l'approbation de l'entente de règlement de l'action collective contre Facebook qui est entendue. Et il y a le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin Barrette, qui va faire une conférence de presse concernant la médiation obligatoire et l'arbitrage automatique aux petites créances. C'est entre autres les éléments que l'on va surveiller aujourd'hui. Sinon, vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Quant à moi, je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée. Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. Oh, tu y vas-tu ou tu veux que j'y aille? Vas-y donc, j'ai pas dormi de la nuit. Tout va bien aller. Logisco. On appelle ta mère. Plus de 6 000 appartements à Québec.